Salut à vous, donc vidéo aujourd'hui consacrée à la future potentielle crise énergétique qui se profile cet hiver. Vous en avez tous entendu parler. C'est l'occasion un petit peu de voir ce qui est possible de faire, même si on n'a pas tellement pu se préparer à tout ça en amont. Donc si vous êtes déjà survivaliste convaincu, d'un survivaliste traditionnel qui appartient à la sphère xénophobe, complotiste. donc vous êtes des citoyens déjà relativement préparés, qui auront anticipé sur ce genre de situation, que ce soit une inflation sur le coût de l'énergie, voire des pénuries, des coupures d'électricité, des coupures d'énergie. Quelles que soient ces situations, si vous êtes déjà survivaliste préparé, vous avez déjà pu mettre en place de quoi voir venir. Pour les autres, ou pour ceux qui arrivent seulement maintenant dans ces thématiques-là un petit peu en panique, ça va être, c'est vrai, plus compliqué, mais il y a quand même possibilité de mettre des choses en place, que ce soit en termes de connaissances ou en termes de matériel, pour pouvoir quand même se préparer à une augmentation du coût de l'énergie, voire à des coupures d'électricité. Donc sur cette question énergétique, notamment électrique, si vous êtes en appartement, propriétaire ou locataire, ou en maison individuelle totalement dépendante du réseau d'approvisionnement, que ce soit en électricité, voire même au gaz de ville. Donc pour ces lieux de résidence-là et pour ces modes de vie-là relativement urbains, la dépendance fait que forcément vous allez être soumis au prix du marché de l'électricité. Si l'électricité devient 10 fois plus chère ou si vous avez des coupures d'électricité cet hiver, si vous ne mettez rien en place, forcément vous allez le subir au quotidien, vous et votre famille. Donc comment se prémunir des coupures ou de l'inflation en tant que particulier, puisque apparemment il ne faut pas attendre de solutions publiques et de solutions de l'État, malgré les beaux discours, il y aura a priori pas grand chose de fait pour notre sort, et même s'il y a de la subvention ou des aides, etc., c'est quand même avec de l'argent public, donc dans tous les cas on paye. Alors au niveau individuel, il va être intéressant de voir tous les postes de dépenses électriques, pour essayer de trouver des solutions alternatives ou des solutions de secours. La grosse problématique cet hiver, ça sera le chauffage. J'en parlerai dans une deuxième partie avec des solutions alternatives en remplacement ou en complément d'une électricité qui serait indisponible ou trop chère. Donc on verra 3 solutions après qui ont toutes des défauts, je ne vais pas vous mentir, mais qui sont quand même plus ou moins faciles à mettre en place pour quand même se chauffer. En première partie, on va d'abord parler d'autres postes de dépenses électriques. En cas de coupure d'électricité ou en cas d'une électricité trop chère, vous pourriez être tenté de réfléchir à un deuxième moyen de vous approvisionner en électricité. Le plus simple, le plus facile à mettre en place pour un particulier et avec un budget relativement modéré, c'est évidemment pas de faire tourner un groupe électrogène à l'essence ou au diesel dans son jardin 24 heures sur 24, ni d'avoir une centrale nucléaire dans son jardin ou un parc d'éoliennes. Ça va être le photovoltaïque qui est aujourd'hui, même si forcément l'offre et la demande font que les prix vont potentiellement encore augmenter, le photovoltaïque est depuis quelques années quand même de plus en plus accessible et de plus en plus disponible, facile à mettre en place, et donc bon marché. Donc pour une petite installation solaire d'appoint, vous avez plusieurs possibilités, voire même pas d'installation solaire du tout, mais simplement une batterie de secours, simplement en cas de coupure d'électricité, en cas de blackout. Vous avez plusieurs pistes, en appartement, avec un balcon, en maison avec un petit jardin ou une terrasse. Vous pouvez avoir une petite installation solaire qui vous servira pas à couvrir 100% de vos besoins, mais pour un budget à 3-4 chiffres maximum, eh bien vous permettre d'avoir quand même un petit peu de jus en cas de coupure d'électricité, ou eh bien de payer moins cher d'électricité en utilisant en priorité votre autoproduction. Du panneau solaire, on en trouvait encore jusqu'à récemment d'occasion assez facilement. J'ai une petite expérience là en panneau solaire ici, puisque, pas là dans la caravane, mais dans le chalet, si vous êtes un ancien de la chaîne, on est totalement autonome en électricité, on a une petite production photovoltaïque qu'on a fait simplement avec des panneaux solaires d'occasion, donc très bon marché. Et là récemment, je viens également de racheter une dizaine de panneaux solaires d'occasion, qui ont moins d'une dizaine d'années, à environ 50 € pièce. D'autres, donc des 185 watts monocristallins. Donc c'est possible de faire des petites installations pour pas trop cher avec de l'occasion. Le problème, c'est que ça sera forcément plus ou moins difficile à trouver en ce moment compte tenu de la demande. Et également, ça reste des solutions peut-être moins productrices, moins puissantes que l'équivalent neuf de 2022. Mais il y a quand même moyen de se débrouiller pour pas trop cher. Donc vous avez plusieurs solutions en appartement quand même pour vous débrouiller en cas de coupure d'électricité. La solution de base pour pouvoir un petit peu couvrir ses besoins,
en termes d'éclairage, en termes de recharge d'appareil. Simplement, les petits besoins du quotidien, c'est d'avoir donc des solutions de secours indépendantes. Par exemple, sur l'éclairage, les solutions traditionnelles qu'on utilise en cas de coupure d'électricité, comme les bougies, les lampes à gaz, les lampes à pétrole, sont relativement fiables et low-tech, mais ont beaucoup d'inconvénients par rapport aux lanternes à LED qu'on peut utiliser facilement maintenant, que ce soit rechargeable sur secteur, rechargeable sur du solaire, rechargeable en USB sur des petits systèmes, sur des petites batteries, ou rechargeable en dynamo. Les lanternes à LED sont beaucoup plus pratiques, éclairent beaucoup plus fort, sont assez durables quand même, et sont silencieuses et surtout ne sont pas dangereuses. Les systèmes à combustion, bougies, gaz, lampes à pétrole, utilisent une flamme pour vous éclairer, ce qui peut présenter un risque en intérieur, risque d'incendie, risque de consommation d'oxygène et voire d'émissions de monoxyde de carbone. Donc si on peut les éviter, autant les éviter. Après, qui peut le plus peut le moins. Si vous avez des lanternes à LED, des lanternes électriques, vous avez des lampes torches électriques, des lampes frontales, un stock de piles ou de quoi recharger vos lampes à batterie. Si en plus de ça vous avez quelques bougies, des lampes à gaz, des lampes à pétrole, pourquoi pas en complément, mais idéalement favoriser aujourd'hui les systèmes électriques qui sont moins dangereux, plus durables, rechargeables, qui font pas de bruit, pas d'odeur, pas de fumée, et qui vont pas mettre le feu chez vous. Pour la cuisine, en cas de coupure d'électricité, si vous êtes entièrement à l'électrique, four électrique, plaque électrique, va vous falloir une solution de secours. Si vous avez la place, le mieux ce sera la cuisinière, enfin la gazinière à gaz, ou une plaque à gaz avec du butane en bouteille de 13 kg. C'est ce qu'il y a de plus durable et de moins cher. Et une solution disponible vraiment de manière assez efficace et qu'on peut facilement stocker par rapport à faire un feu ou par rapport à se débrouiller en faisant un feu dans le barbecue, sur la terrasse ou dans le jardin. Une bonne cuisinière à gaz avec une bouteille de 13 kg, 2 bouteilles de 13 kg, vous avez de quoi vous revenir pendant plusieurs mois. Si vous avez simplement un petit réchaud plaque, ça sera déjà très bien pour cuisiner sans électricité sur son réchaud plaque. Donc en solution de secours, si vous voulez continuer à avoir au quotidien de l'électrique pour des raisons pratiques et pour des raisons d'habitude. La bouteille de 13 kg et une plaque ou une gazinière, c'est vraiment la solution la plus pratique et qui vous permet d'être résilient le plus longtemps possible. Des petits réchauds type réchaud plaque, comme le Camp Bistro de chez Camping Gaz, avec des bouteilles CP250, des petites bouteilles de gaz, ou des petits réchauds de camping avec des petites bouteilles de gaz, des petits brûleurs. C'est vraiment donc tout ce qu'on va utiliser en camping ou en randonnée par exemple. C'est des petites solutions de secours, mais qui sont clairement pas durables et pas économes en gaz, étant donné le prix au kilo du gaz, et donc la durée de vie des bouteilles également. Il va vous falloir stocker des grandes quantités de petites bouteilles de gaz, ce qui n'est pas forcément ni pratique, ni économe, là où si vous avez la place, vous pourriez avoir directement la grosse bouteille de butane de 13 kg. Actuellement, la recharge est dans les 30 €. J'ai parlé vite fait de l'éclairage et de la cuisine. Il y a d'autres postes de dépenses électriques pour lesquels vous pourrez comme ça trouver des solutions alternatives en cas de coupure d'électricité. On parlera du chauffage à la fin. Pour tout ce qui est recharge d'appareil et éventuellement recharger vos systèmes électriques d'éclairage, vous pourriez avoir donc une batterie tampon que vous allez avoir de brancher donc, dans votre appartement. Donc une batterie 12 volts par exemple vous permettra de recharger vos différents appareils. Donc il y a plusieurs solutions. La solution de base, la solution vraiment prolo, c'est une batterie, et c'est pas la meilleure, hein. Commencez pas à me dire en commentaire, c'est pas la meilleure solution. La solution de base, donc ça va être une batterie de voiture avec un chargeur de batterie de voiture qui se branche sur le 230, qui a un transformateur 230 volts, 12 volts, donc de courant alternatif à courant continu, avec des pinces pour charger votre batterie de voiture de 12 volts, soit une batterie de voiture que vous avez récupérée d'occasion ou que vous achetez spécialement pour l'occasion. C'est pas le meilleur type de batterie, mais ça vous permettra, en gardant donc cette batterie en maintien de charge branchée sur le secteur chez vous au quotidien, ou en la rechargeant une fois de temps en temps, en cas de coupure d'électricité, d'avoir un stock d'énergie chez vous, au cas où l'électricité coupe quelques heures. Sur cette batterie 12 volts, vous allez pouvoir ensuite vous brancher pas mal de petits équipements, que ce soit un petit transfo 12 volts, 230 volts pour après brancher sur une prise secteur différents appareils, que ce soit un chargeur allume-cigare pour recharger après en USB ou en allume-cigare différents équipements, recharger votre téléphone, recharger même un PC portable,
Ici, notre chalet autonome est entièrement en 12 volts. J'ai des prises d'allume-cigare qui me permettent de recharger mon ordinateur, de brancher des lampes, de faire tourner un petit frigo en 12 volts. Il y a pas mal de solutions possibles sur une petite installation de 12 volts, une petite batterie. Donc par exemple, une petite batterie de voiture, c'est ce qui sera le moins cher, mais c'est ce qui sera le moins durable et ce qui vous donne le moins d'énergie, parce qu'une batterie de voiture n'est pas faite pour fournir un petit peu d'énergie, ni pour être de manière linéaire, ni pour fournir de l'énergie longtemps. Une batterie au plomb acide de voiture de démarrage, c'est fait pour donner beaucoup d'énergie pendant pas longtemps, et c'est pas fait pour être déchargé profondément. Donc c'est vraiment la solution prolo. Si vous pouvez faire ce petit système de batterie tampon sur prise secteur avec un transfo, un chargeur de batterie, avec par exemple une batterie gel, ou voire même une batterie lithium, mais ça sera encore bien plus coûteux, une batterie qui est prévue pour camping-car, pour bateau, pour fourgon aménagé, une batterie à décharge lente, ça durera beaucoup plus longtemps qu'une batterie de voiture, ça sera un peu plus coûteux. J'ai regardé tout à l'heure, vous pouvez trouver sur le bon coin des batteries de camping-car conservées une saison ou autre, environ 100 €, 150 €, vous pouvez trouver une batterie décharge lente d'occasion. Vous prenez un chargeur de batterie sur secteur et vous avez un petit stock d'énergie en 12 volts à la maison sur laquelle ensuite vous pourrez, avec des pinces ou avec des cosses, avoir un petit peu de matériel, pouvoir recharger vos appareils pour s'en servir en gros comme gros power bank en la maintenant chargée à la maison. Après, c'est encore pas la solution optimale. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, et je ne parle pas encore d'installation photovoltaïque, mais en batterie tampon encore plus pratique, encore plus simple à utiliser, c'est les générateurs solaires, en gros les gros powerbanks dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais qui ont la possibilité de se charger soit sur le solaire, soit sur une prise secteur pour avoir un stock d'énergie donc à la maison. Donc EcoFlow, Bluetti, Suoki, Jacry, GoalZero, tout ce qui est générateur solaire comme ça, sont prévus pour être branchés sur un panneau solaire, mais vous pouvez aussi très bien les avoir branchés sur le secteur à la maison, dans votre appartement. En cas de coupure d'électricité, vous avez de l'énergie disponible avec directement des prises USB, des prises allume-cigare, un transformateur avec une prise secteur 230 volts, donc ça vous fait un peu d'énergie disponible en cas de coupure d'électricité cet hiver. Après, toutes ces solutions-là de batterie, c'est des solutions qui ne vous permettent pas de payer moins cher d'électricité, mais qui vont simplement vous protéger en cas de coupure d'électricité pour avoir un peu de jus, quelques heures, 24 heures, 48 heures, voire plus, selon le modèle, selon la batterie, pour après faire tourner différents équipements. Les gros générateurs solaires avec les transformateurs intégrés sont capables de faire tourner un frigo, un petit frigo, et encore pas forcément au démarrage, ça va dépendre de la puissance en crête demandée au démarrage, mais vous allez pouvoir maintenir un petit peu votre logement malgré une coupure d'électricité. On en est à réfléchir à des potentielles coupures d'électricité dans un pays qui se tiers-mondise. Dans d'autres pays dans le monde, par moment, t'as l'électricité qui coupe plusieurs heures, qui revient plusieurs heures après, on en est rendu là. Donc voilà pour les batteries type tampon, simplement pour se protéger en cas de coupure d'électricité. Si vous voulez une solution qui vous protège aussi bien en cas de coupure d'électricité que de l'augmentation du prix de l'électricité, il vous faut une micro-installation photovoltaïque. Donc, par exemple, Enimus en a parlé récemment, j'en ai déjà parlé, on est plein en avoir déjà parlé en vidéo. Pour faire simple, un petit panneau solaire, ou plusieurs panneaux solaires, d'occasion ou neufs, un régulateur solaire, des batteries, ou directement un générateur solaire d'une marque, même si c'est plus cher, c'est plus pratique. Grâce à ça, au quotidien, vous allez consommer moins d'électricité du réseau en auto-consommant votre production. Si elle est suffisamment dimensionnée, vous pouvez faire tourner 24 heures sur 24 votre frigo, vous pouvez recharger tous vos appareils, en gros auto-consommer tout ce qui demande pas trop d'énergie. Faudrait un dimensionnement énorme pour faire tourner votre machine à laver ou des gros outils ou autres, ou recharger une voiture électrique, mais un petit dimensionnement pour 1000, 2000 € plus, ou même moins de 1000 € sur une petite installation, vous pouvez être autonome et auto-consommer votre production. J'ai pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans le détail de quel panneau, de quelle batterie, pour quel dimensionnement, pour quel besoin. Ça, il va falloir faire votre boulot de votre côté pour dimensionner un petit peu, faut que j'arrête de dire un petit peu, pour dimensionner par rapport à vos besoins, votre installation. Solution complémentaire encore, les panneaux solaires type plug and play, donc ils se sont pas mal développés depuis quelques années. Ça a l'avantage de ne pas avoir de batterie,
même si le prix au kilowatt est un peu plus élevé, c'est une solution tout en un où en gros c'est relativement facile pour vous pour l'adapter même dans un appartement, même si vous êtes locataire, sans autorisation, sans démarche auprès du propriétaire, etc. Donc un système plug and play, c'est simplement des grands panneaux solaires qui ont d'intégrer les régulateurs de charge et d'où sort du panneau solaire directement une prise mâle secteur. Cette prise mâle, vous la branchez directement dans une prise de votre logement, si vous avez une prise extérieure, ou sinon il faut faire passer le câble jusqu'à une prise à côté du point de production. Et les panneaux solaires vont injecter de l'électricité directement dans le circuit électrique de votre logement. Ce qui va faire que tous vos équipements électriques qui sont branchés chez vous vont consommer en priorité votre production et vont compléter leurs besoins avec l'électricité du réseau, seulement après. Vous allez auto-consommer votre production avec ces panneaux solaires plug and play, au prix d'une installation assez coûteuse qu'il faudra plusieurs années à rentabiliser compte tenu du prix de l'électricité. Si l'électricité devient hors de prix, ça va être rentabilisé beaucoup plus vite, mais les systèmes plug and play donc permettent d'approvisionner vos appareils sans batterie, en direct. La journée, en gros, vous allez pouvoir faire tourner vos appareils électriques. Donc ça, c'est un bon moyen, malgré un investissement de départ, de payer moins cher d'électricité tous les mois en autoconsommant donc votre production en priorité et avec un système très très simple. Il n'y a pas besoin d'installation compliquée, il n'y a pas besoin de batterie, de régulateur, d'intervenir sur le tableau électrique pour rajouter votre autoconsommation. Il y a simplement à brancher le panneau solaire sur une prise du logement. Donc solution coûteuse, mais solution qui a le mérite d'exister aussi. Maintenant on va parler un petit peu du chauffage, le plus problématique, le plus inquiétant pour cet hiver, puisque bien sûr on va avoir besoin de chauffage, même si on commence à nous parler de ne pas chauffer trop fort les logements, de couper votre wifi, etc. Le chauffage va être un gros problème cet hiver pour beaucoup de monde qui sont que à l'électrique, parce que soit les factures seront astronomiques, soit tout simplement les gens n'auront pas les moyens de se chauffer, ou après coup de payer leurs factures, etc. Donc ça peut être vraiment emmerdant. Donc si vous êtes déjà rural ou si vous êtes déjà un survivaliste paranoïaque complotiste, vous vous chauffez au bois ou au pellet. Évidemment, j'espère que vous avez déjà un stock important couvrant idéalement plus d'un an de consommation, plus d'un hiver. Si vous pouvez avoir plusieurs années de bois ou de pellet, c'est encore mieux. Les pellets sont en tension depuis cette année, là, tout le monde a commencé à se mettre dessus. Ça a doublé ou triplé le nombre d'installations de poêles à pellets ou de chaudières à pellets cette année. Parce que bon, c'est relativement pratique et moins cher que les énergies fossiles. Personnellement, comme beaucoup de monde, je ne suis pas fan du tout du pellet parce que vous êtes quand même dépendant des approvisionnements. Là où avec une cuisinière à bois, avec un poêle à bois, un insert à bois, une chaudière à bois, vous pouvez mettre des bûches, acheter du bois en ster qui est beaucoup moins coûteux, et en plus de ça, pouvoir éventuellement brûler autre chose dans votre insert ou dans votre poêle. Mais c'est vrai que c'est plus de boulot, c'est plus compliqué. Bon, je vais pas passer trop de temps à parler donc du chauffage au bois, même si c'est évidemment la meilleure solution, la plus durable. Sauf si toute la population veut s'y mettre en même temps, on va manquer de poêles et de chaudières, on va manquer d'installateurs, et surtout on va manquer de bois en lui-même pour couvrir les besoins de l'ensemble de la population. Donc on n'est pas dans la merde. Mais si vous êtes déjà équipé, vous êtes tranquille. Pour l'instant. Donc, les moyens de chauffage alternatifs d'appoint pour les citadins au gaz de ville ou à l'électrique. En gros, il y a 3 solutions plus ou moins low-tech, plus ou moins coûteuses, qui sont peut-être les plus adaptées. Ce sont 3 solutions qui, par contre, font intervenir une combustion dans leur fonctionnement. Donc avant même de vous parler des moyens de chauffage, des 3 exemples possibles, je fais un petit rappel sur l'importance de prévoir une bonne aération et de prévoir des détecteurs de monoxyde de carbone, parce que je pense que malheureusement cet hiver, on aura beaucoup de morts, plus que les années précédentes, vu le nombre d'installations de fortune qui seront faites dans des mauvaises conditions. On risque d'avoir beaucoup d'intoxication, malheureusement. Donc s'il vous plaît, avant de prévoir une solution de secours, en plus de l'électrique, achetez-moi un monoxyde enfin c'est pas moi qui en vends, mais achetez un détecteur de monoxyde de carbone, et si possible prévoyez aussi en plus couverture anti-feu, extincteur à eau ou à poudre, et toute la prudence qui va avec.
Donc ces 3 solutions sont le poêle à pétrole, le brasero à gaz, le chauffage à gaz irradiant, et le Webasto chinois, c'est-à-dire le poêle à diesel. Ces 3 solutions ont des inconvénients et des défauts évidemment, donc il va falloir voir un petit peu dans votre situation ce qui va être le mieux adapté de ces 3 solutions en prenant en compte votre situation familiale, votre logement, votre budget et votre capacité à bricoler cette solution alternative et aussi à vous approvisionner en l'énergie en question. Le poêle à pétrole, donc système bien connu, il y a différents modèles qui existent. Donc ça utilise du pétrole lampant, du pétrole désaromatisé, à l'avantage d'être relativement peu cher à l'achat du poêle en lui-même et d'être simple dans son fonctionnement. Après il y a beaucoup de défauts, le premier étant l'odeur du pétrole, même si vous achetez du pétrole désaromatisé, le plus cher, la meilleure marque, ça sent quand même très mauvais. Notamment en famille avec des enfants, c'est vraiment la mauvaise solution. C'est également assez peu pratique à charger, parce que souvent c'est vendu en petites bouteilles, donc ça c'est pratique, mais c'est très cher au litre, donc c'est finalement un chauffage pas si rentable que ça, ou en gros bidon de 20 litres, mais là pour le remplir proprement, même avec un entonnoir, pour remplir proprement votre poêle, bon courage. Donc ça chauffe quand même de quelques kilowatts théoriques votre logement, mais pas de quoi non plus chauffer tout votre logement. En plus, même maintenant, vu la demande, j'ai cherché un petit peu dans les commerces autour de chez moi, et il y a de la rupture de stock partout, puisque tout le monde, enfin beaucoup de gens ont anticipé, acheté des bidons de pétrole à poêle à pétrole, et maintenant pour en trouver en tout cas autour de chez moi, c'est compliqué. Je suis pas embêté parce qu'on se chauffe au bois, mais je me suis un petit peu renseigné avant de faire cette vidéo sur voilà, les disponibilités et sur le prix. Je me rappelais que déjà l'année dernière, ça avait augmenté de 50% ou plus par rapport à l'année d'avant, et là cette année on n'en trouve carrément plus. Donc voilà, ça sent mauvais, ça coûte cher, ou on n'en trouve pas. Si vous avez ou si vous pouvez mettre la main dessus et que c'est une solution qui vous semble pratique chez vous d'avoir le poêle à pétrole, pourquoi pas, ça chauffe quand même malgré tous les défauts, et le prix du pétrole désaromatisé. La deuxième solution, donc le Webasto chinois, le chauffage à diesel, des petits poêles en fait, des petits chauffages à diesel avec un réservoir ou un réservoir intégré ou un réservoir qu'il faut prévoir à côté, qui sont prévus normalement pour les bateaux, pour les camping-cars, pour les fourgons aménagés. En fait, c'est des petites turbines à diesel, donc on va pouvoir faire fonctionner avec du diesel de la station-service. Donc on a une énergie relativement peu chère et disponible par rapport au service qu'elle va rendre. Selon les modèles, voilà, ça va aller de 2000 watts à 8000 watts, voire plus. Donc de quoi chauffer quand même une petite pièce. Un modèle de 2000 watts, 3000 watts, ça suffit pour chauffer un camping-car. Donc des modèles plus importants, 5000 watts, 8000 watts, 8 kilowatts, peuvent être suffisants pour chauffer une pièce. Après, c'est au prix quand même d'un petit peu de bricolage, au prix du risque d'avoir une turbine à diesel chez soi. Il va falloir prévoir une évacuation pour les gaz d'échappement, parce que en fait c'est des petites turbines où on a une admission d'air froid ou d'air de la pièce, un échappement de gaz d'échappement. Hein. Donc évidemment, à moins de vouloir se suicider quand on voit sa facture d'électricité, on va éviter de remplir son logement avec les gaz d'échappement. Donc il va falloir prévoir un petit peu de bricolage chez soi pour pouvoir avoir un tuyau d'échappement vraiment étanche, avec une sortie à l'extérieur du logement, elle-même étanche pour éviter les déperditions énergétiques. Donc ça demande un petit peu de bricolage. En plus de ça, les turbines à diesel fonctionnent en 12 volts. Ça a besoin d'une alimentation électrique pour faire fonctionner l'allumage, pour faire fonctionner le petit cadran de contrôle, les contrôles de la turbine en elle-même, et aussi pour faire fonctionner la pompe à carburant, la pompe à diesel, qui fait venir et qui injecte le diesel dans la turbine. Donc cette alimentation en 12 volts, vous pourriez la faire fonctionner soit avec une petite installation photovoltaïque comme on a déjà parlé, soit avec un transfo branché sur le secteur. Ça va pas tirer énormément d'énergie, énormément d'électricité du secteur, donc ce chauffage vous coûtera moins cher en électricité que de faire fonctionner un chauffage électrique, hein, un grille-pain ou une petite soufflerie électrique. Ce petit chauffage là, donc au diesel, ça coûte entre 150-200 € sur Amazon, donc ça reste assez bon marché. Ça a quand même des défauts, notamment bien le bricolage que ça demande pour pouvoir adapter ça dans un logement.
avec au démarrage un petit peu d'odeur de diesel, avec les risques de dysfonctionnement, donc c'est pas très très fiable. Ces modèles-là, bon marché, donc des faux Webasto chinois. Webasto, donc c'est une marque de ce type de chauffage-là pour camping-car. Si vous prenez un équipement de marque, le plus connu étant Webasto, donc on est dans les 2000 € environ. Les équivalents chinois d'Amazon ou d'AliExpress, on est beaucoup moins cher, entre 100 et 200 €, donc c'est 10 à 20 fois moins cher pour quelque chose qui va chauffer votre pièce de la même manière, mais avec beaucoup moins de garantie de fiabilité dans le temps. Donc ça, à vous de voir. C'est à réfléchir, si vous êtes assez bricoleur pour adapter ça chez vous. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir facilement un gros stock de diesel en jerrycan dans votre garage, dans votre abri de jardin, dans votre cave, parce que ces poêles-là consomment environ entre 10 centilitres et 1 demi-litre à l'heure, quand même, de diesel. La troisième solution, donc enfin, le chauffage irradiant au gaz. C'est un système, donc moi j'ai déjà utilisé dans un logement en ville, je vous avais fait une vidéo il y a des années de ça. Les modèles les plus basiques, les plus simples et les plus légers, c'est des petits irradiants de chantier qui se mettent directement sur une bouteille de butane. C'est très pratique, c'est très bon marché, ça va chauffer très fort. Après c'est un peu moins stable et un peu moins safe qu'un gros chauffage irradiant qui lui est bien stable sur roulette avec une grande façade chauffante et qui porte la bouteille de butane à l'intérieur. L'avantage c'est qu'avec une bouteille de 13 kg de butane, vous allez pouvoir chauffer un grand volume d'air chez vous, bien sûr avec l'aération qui va bien et le détecteur de monoxyde de carbone qui va bien, et avec une énergie qui est pareil facilement stockable, qui est propre, qui fait pas d'odeur, pas de mauvaise odeur comme avec le diesel ou avec le pétrole désaromatisé. Entre 30 et 40 € une bouteille de 13 kg de butane, vous allez pouvoir chauffer pendant une semaine, 2 semaines selon votre consommation, une pièce, selon l'énergie déployée par le poêle en watts, et la consommation en gaz, ça peut être moins coûteux que l'électrique, avec une solution, encore une fois, autonome, enfin en tout cas résiliente. En cas de coupure d'électricité, vous allez quand même avoir votre chauffage à gaz qui va fonctionner et chauffer votre logement. L'inconvénient de cette solution, l'émission d'humidité. Le poêle à gaz a le défaut, malgré toutes ses qualités et tous ses avantages, a le défaut d'apporter de l'humidité dans le logement. C'est une chaleur qui est moite. Donc ça peut être vraiment dommageable pour votre logement et pour votre confort au quotidien. Il va falloir prévoir une aération, voire même des déshydrateurs d'air, parce que le poêle à gaz, le poêle à butane amène vraiment de l'humidité dans l'air et dans le logement. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais ça a ses inconvénients là aussi. Il faut quand même transporter le gaz, pas faire n'importe quoi, mais c'est pas plus dangereux que d'avoir des jerrycans de diesel ou des jerrycans de pétrole chez soi. C'est même plus safe. On risque pas de renverser 20 litres par terre. Donc le poêle à gaz semble être quand même la meilleure solution alternative à l'heure actuelle. Ces trois solutions-là, le gaz, le pétrole ou le diesel, ont l'avantage d'être facilement stockables à l'heure actuelle et d'avoir de l'avance et de quoi voir venir pour l'hiver. Comme on pourrait stocker du bois ou du pellet, vous pouvez très bien stocker des bidons, des jerrycans de pétrole ou de diesel ou des bouteilles de gaz, au prix quand même d'un investissement à faire maintenant. Et ça me semble d'ailleurs plus pertinent et plus sécurisant d'investir son argent dans des moyens de se chauffer cet hiver et dans du matériel vous permettant d'être plus résilient pour l'avenir. Donc en gros, plutôt que de garder son argent à la banque ou de le claquer dans des frivolités, d'adopter une préparation survivaliste, voilà, plutôt que de laisser son argent perdre de sa valeur en raison de l'inflation, de la crise économique. Donc pour conclure, si vous voulez vous équiper sans trop perdre de temps là, pour vous préparer à l'hiver, je vous mettrai évidemment quelques liens en description pour éventuellement un exemple de batterie portative, pour un exemple de kit solaire, pour des chauffages à gaz, pour des chauffages à pétrole et pour des chauffages au diesel, pour voir un petit peu, que vous puissiez comparer les différents systèmes, que vous puissiez voir les prix et éventuellement vous équiper. N'hésitez pas vraiment à comparer les différents systèmes, les différentes marques, allez voir sur le marché de l'occasion et faites un petit peu le tour d'internet pour trouver idéalement une solution de secours en plus de l'électrique. Vraiment, si vous êtes au tout électrique ou au gaz de ville pour certains trucs, le prix aussi du gaz bien sûr va augmenter, donc réfléchissez à des solutions de backup plus ou moins économiques. Et par rapport à l'électrique, des petites installations solaires pour l'autoconsommation et faire des économies.
et ne pas subir en cas de coupure d'électricité. Voilà, donc préparez-vous, prenez soin de vous. Si vous avez des questions sur l'un des équipements abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire, peut-être que je pourrais compléter un petit peu plus mes propos, ou bien répondre à des questions. Également, n'hésitez pas aussi à vous donner des tuyaux entre vous, entre commentaires, et vous répondre les uns les autres pour que collectivement on puisse se préparer à l'hiver et avoir des solutions pour passer un petit peu toutes ces difficultés à venir, ensemble. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.